Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du cadre conceptuel de la philosophie de la psychiatrie. Avant de rentrer plus à même dans le cadre conceptuel que nous allons définir et décrire, à quoi sert la philosophie appliquée à la psychiatrie? Elle sert à clarifier des concepts scientifiques, à une évaluation critique des assumptions, des méthodes, à formuler de nouveaux concepts, de nouvelles théories ou de nouveaux modèles, et à promouvoir le dialogue interdisciplinaire mais aussi avec la société et avec les patients. Alors petit quiz, qu'est-ce qui rassemble l'acide gamma-aminobutyrique et la narrativité transculturelle? Bien sûr la psychiatrie, et il semble que de nombreuses difficultés pourraient provenir d'un manque de définition conceptuelle autour de la psychiatrie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, détaillons quelques questions qui se posent régulièrement en philosophie de la psychiatrie. Premièrement, le concept de trouble mental. Il interroge la différence entre la pathologie, la maladie ou le trouble, la structure des différentes versions du DSM, qui pose des questions telles que la réification ou l'inflation diagnostique, et puis des notions de dysfonctionnement cliniquement significatif, la question des normes médicales ou des normes sociales, celle de la fiabilité ou de la validité, et la définition du modèle médical, notamment lorsqu'il s'applique à la psychiatrie. La philosophie de la psychiatrie interroge également la nature du trouble psychiatrique, autour du naturalisme, qui manie des faits objectifs et naturels, et du normativisme, qui manie des valeurs, des intérêts, des normes. Différentes théories se sont développées en philosophie de la psychiatrie, la théorie biostatistique de Christopher Bourse, dès 1977, et puis celle de la dysfonction préjudiciable, développée par Wakefield en 1992. Il faudrait également parler des conséquences d'un abandon de la vision naturaliste. Un autre sujet récurrent en philosophie de la psychiatrie correspond au pluralisme. Il faut pour cela aborder le réductionnisme, qui nécessite d'expliquer ce que c'est la causalité, et puis les différents niveaux de complexité du vivant, d'intégrer puis le perspectivisme, et puis le pluralisme explicatif lui-même. Ensuite, la philosophie de la psychiatrie interroge la nosologie, c'est-à-dire les classifications. En termes de pragmatisme, à quoi servent-elles? D'un point de vue déflationniste, c'est-à-dire que peut-être, selon Bolton, ne seraient-elles pas si importantes? Et puis, selon Cooper, il faudrait questionner leurs conséquences éthiques, celles de leur utilisation et de leur évolution. Et enfin, la philosophie de la psychiatrie questionne le lien entre l'esprit et le corps autour du dualisme, et certains modèles sont proposés comme celui de Germain Berrios. Alors détaillons le plan désormais. Nous allons définir le cadre conceptuel de la philosophie de la psychiatrie et définir des compétences conceptuelles, qui se déclinent en 4 points: des assumptions et des questions conceptuelles, des outils, un discours et une humilité conceptuelle. Il semble nécessaire de développer un cadre conceptuel pour la psychiatrie. De nombreuses difficultés de la psychiatrie pourraient provenir d'insuffisances conceptuelles, et repenser les fondations conceptuelles de la psychiatrie pourrait être une nécessité pour la pratique clinique et même en termes de responsabilité morale. À la différence de l'éthique appliquée qui prévient et répare les conflits, de tels concepts pourraient vraiment modifier les pratiques et modifier la réflexion sur la psychiatrie. Donc des programmes pédagogiques semblent nécessaires, en intégrant des compétences conceptuelles, comme nous allons le faire dans la suite de la présentation. Les professionnels seraient ainsi équipés d'une certaine responsabilité conceptuelle et pourraient développer une critique et un scepticisme constructif. Alors qu'est-ce qu'une compétence conceptuelle? Carter en 2019 et Aftab la même année ont défini une compétence conceptuelle comme la prise de conscience transformatrice sur la manière dont les hypothèses conceptuelles détenues par les cliniciens, patients, la société influencent et façonnent les soins cliniques. Donc des hypothèses conceptuelles qui modifient les soins de manière parfois insidieuse, et en tout cas, développer des compétences conceptuelles permet d'éviter des idées implicites préconçues de santé, de maladie, d'explications causales sur la relation corps et esprit, etc. Il existe 4 types de compétences conceptuelles: des assumptions et des questions conceptuelles, qui ont un impact clinique et qui ont été largement développées en philosophie de la médecine ou en philosophie plus largement. Ensuite, des outils conceptuels correspondant à un vocabulaire et à des arguments qui ont par exemple été développés dans le Bloomsbury, qui est un manuel de référence en psychiatrie, en philosophie et dans bien d'autres domaines des sciences humaines. Il s'agit également d'un discours conceptuel, puisque connaître des principes n'est pas suffisant, mais il faut également savoir les manier et démontrer par un ensemble d'arguments
leur utilité dans le cadre d'un travail pratique. Et enfin, les compétences conceptuelles correspondent à une humilité en acceptant que les frontières floues de la psychiatrie ne pourront être dépassées. Alors, premier point, les assumptions et les questions conceptuelles. On voit que des assumptions conceptuelles sont à gauche et d'autres questions qui leur correspondent sont à droite. Les troubles psychiatriques pourraient être des entités réelles qui diffèrent des catégories pratiques. Et la question qui en résulte est donc quelle est la nature des concepts diagnostiques et comment gérer la validité de ces concepts. Deuxièmement, les troubles psychiatriques seraient des maladies du cerveau. Et donc la recherche pourrait faire avancer la compréhension de ces maladies du cerveau et donc de la psychiatrie. Et la question conceptuelle qui en découle est eh bien, les maladies psychiatriques sont-elles des maladies du cerveau? Et si oui, quelles en sont réellement les implications? Un troisième point correspond au fait qu'il existe une distinction scientifique de principe entre la détresse humaine ordinaire et les troubles psychiatriques. Pourtant, il faut définir le trouble en psychiatrie et définir ce trouble permettrait d'éviter la surmédicalisation. Deuxième ensemble d'assumptions et de questions autour de la causalité et de l'explication. Alors certes, un diagnostic DSM pourrait fournir une explication causale. Par exemple, vous êtes anxieux parce que vous avez un trouble anxieux généralisé. Mais en fait, il faut s'interroger sur la manière dont les catégories telles que description, explication, causalité sont distinguées les unes des autres, et comment elles peuvent s'appliquer en clinique. Un autre point concernant la causalité et l'explication concerne les explications biologiques, qui peuvent être privilégiées par rapport à des explications psychologiques ou sociales. Alors en quoi ce réductionnisme, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle les explications de niveau inférieur, notamment biologiques, seraient plus fructueuses, en quoi ce réductionnisme est-il valable en psychiatrie? Et un troisième point, il s'agit du modèle biopsychosocial qui est fréquemment enseigné aux étudiants en psychiatrie. Et il faut s'interroger sur les fondements philosophiques du modèle biopsychosocial et savoir si ce modèle est le seul valable en psychiatrie par rapport au pluralisme explicatif. Un autre ensemble d'assumptions et de questions conceptuelles concerne l'éthique et les valeurs. Il pourrait être affirmé qu'avant le DSM-3 en 1980, les diagnostics pouvaient être pourvus de jugements de valeur, mais que ce n'était plus le cas après 1980, le DSM-3, 4 et 5. Alors comment les catégories du diagnostic du DSM contiennent-elles des facteurs sociaux, historiques, des jugements de valeur? Comment peuvent-elles associer ces jugements de valeur avec des critères objectifs tels qu'ils sont décrits apparemment dans le manuel? Un deuxième point concerne les critiques de la psychiatrie qui seraient des malentendus. Il faut alors s'interroger sur les implications potentielles de ces critiques en termes d'autonomie, de dignité humaine, et est-ce qu'elles portent préjudice, et à qui elles portent préjudice en psychiatrie. Un troisième point concerne les intérêts de la psychiatrie, qui seraient tous alignés avec ceux de l'industrie pharmaceutique, du public, etc. Et s'interroger ainsi sur ce qu'on pourrait appeler une corruption institutionnelle et comment elle s'applique à la psychiatrie. Enfin, un dernier point concernant les assumptions et questions conceptuelles concerne la philosophie de l'esprit, c'est-à-dire la question de la distinction entre le corps et l'esprit. Celle-ci affirme que chaque processus mental correspond à un processus physique dans le cerveau. Alors quelle relation existe-t-il entre l'esprit et le cerveau, notamment à la lumière des neurosciences? Un deuxième point concerne des thérapies biologiques, puisque certains syndromes seraient biologiques, et des thérapies psychologiques, puisque d'autres seraient psychologiques. Il faut alors s'interroger sur la manière dont les contributions philosophiques à la question de la philosophie de l'esprit peuvent aider à repenser ces différentes distinctions sans doute naïves. Un troisième point concerne des syndromes psychiatriques organiques qui seraient opposés à des syndromes psychiatriques fonctionnels. Et la psychiatrie se distingue-t-elle vraiment de la neurologie et des autres spécialités médicales? Et en tout cas, que faut-il faire de cette séparation? Les outils conceptuels correspondent à la manière de présenter un certain type d'information au sein d'une discipline. En prenant l'exemple des classifications, à un niveau général, on pourrait dire que les critères de la classification peuvent être idiographiques ou monothétiques, que la classification elle-même peut être agnostique ou transdiagnostique, qu'elle peut être descriptive ou étiologique et opérationnalisée clinique, provenant d'une théorie ou provenant des données. À un niveau de la catégorie et du trouble, eh bien, il faut distinguer des troubles, des syndromes, des catégories et des dimensions, des strates qui peuvent être de différents types, pronostiques, diagnostiques, prédictives, et les espèces psychiatriques développées en philosophie de la psychiatrie. À un niveau encore inférieur, on pourrait opposer les symptômes et les facteurs de risque, des marqueurs et des phénotypes.
L'ensemble de ces outils conceptuels est donc d'une grande utilité pour réfléchir sur la discipline à différents niveaux et autour de différentes thématiques abordées précédemment. Cependant, développer des outils conceptuels ne suffit sans doute pas à développer un discours argumenté qui permet de vraiment rentrer dans le vif du sujet de la philosophie de la psychiatrie. En effet, les discours conceptuels peuvent être particulièrement aidants pour argumenter les outils conceptuels autour des principales questions et assumptions. Différentes revues ont élaboré un tel questionnement, comme Philosophie, Psychiatrie et Psychologie, par exemple autour de la thématique des natural et practical kind, des espèces naturelles et pratiques, ou Behavioral and Brain Science, autour du réductionnisme, ou World Psychiatry autour de différentes thématiques, par exemple l'analyse de la dysfonction préjudiciable. On pourrait donner quelques exemples de discours conceptuels. Par exemple, le fait de trouver un gène. SE expliquer la pathologie, traiter le trouble et argumenter autour de la génétique et de la psychiatrie nécessite de connaître la valeur des fondations biologiques. Deuxièmement, si l'on identifie une dysfonction au niveau neuroscientifique, peut-on diagnostiquer un trouble? Doit-on rétablir la fonction? Ces questions nécessitent d'interroger la naturalisation et le normativisme ou les normes. Troisièmement, par une expérience de pensée, si l'on revenait 10 000 ans en avant et on refaisait l'histoire, retrouverait-on le même DSM? Ou en tout cas, si l'on retrouvait une structure nosologique, serait-elle si différente? Cela interroge le concept d'itération épistémique et la dynamique des classifications. Et puis enfin, peut-on concevoir une unique nosologie, toujours influencée par des individus, des événements historiques, de nouveaux traitements, des valeurs sociales? Toutes ces questions renvoient à la centralité du contexte social et l'incontingence historique de la discipline. Enfin, autour des questions, assumptions, outils et discours conceptuels, il faut peut-être, et de manière très importante, mettre en avant l'humilité conceptuelle. C'est savoir qu'il y a un inconnu, et notamment un inconnu de l'inconnu. Et en sachant cela, tenter de reconstruire la discipline autour de ces inconnus. Alors pour faire cela, plusieurs méthodes. Premièrement, approcher la dynamique de l'instabilité et de l'incertitude autour de l'histoire de la discipline, en observant qu'il y a des cycles et des retours sur des questions souvent semblables, interroger le perspectivisme, les différentes manières de voir la discipline selon différents angles de vue, concevoir des concepts épais aux limites floues. Deuxièmement, plus proche de la psychiatrie, on peut interroger le gradualisme en santé, la notion d'imprécision, de vagueness, la notion de dimensionnalité, les approches prototypiques, et admettre que l'acceptation, l'attitude, on va dire, commune de laisser les choses vagues peut être d'une grande utilité également. Enfin, on peut approcher la complexité d'une autre manière par des sciences entre guillemets plus dures au sein des sciences computationnelles ou des systèmes dynamiques. Alors un exemple d'application de l'ensemble de ces compétences conceptuelles. Par exemple, la réification des catégories du DSM. C'est une assumption. Quelles seraient les questions? Quels seraient les outils? Comment développer un discours autour de cette question? Et quelle humilité doit-on garder? Merci pour votre attention.